Quand tu fais partie des 15 derniers candidats, tu reçois un book où tu as 80 sujets que tu dois travailler. Tu as 2 mois pour préparer ton concours. Félicitations, t'es pris, dans 2 mois le tournage démarre. Tiens, voici 80 thèmes, amuse-toi avec ça, quoi. Et du coup, dans le book, on avait réalisé un soufflé, travailler un trompe-l'œil. Donc toi, tu as 2 mois pour préparer tes épreuves. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview gourmande. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir échanger avec Pierre Chaumet, qui s'est notamment illustré dans l'émission Top Chef. Et aujourd'hui, il va nous raconter son parcours. Bonjour Pierre. Bonjour Brieux. Merci de prendre un petit peu de temps avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Donc on va pouvoir revenir un peu sur ta vie, ton parcours, tes inspirations. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment la transmission du patrimoine culinaire français. Ok. Et je sais qu'il y a plein de gens qui t'apprécient et qui te suivent, et peut-être que ça pourra susciter des vocations. Donc on va démarrer un petit peu par tes débuts. Ouais. Je crois que tu es originaire de Bretagne, c'est ça ? Exactement, ouais. Je suis né dans le 78, mais à l'âge de 3 mois, mes parents ont déménagé quand j'avais 3 mois pour la Bretagne. Donc je ne suis pas né sur le sol breton, mais en tout cas, depuis tout petit, Oui. j'y grandis. Donc ouais, j'ai grandi à Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Et puis je suis rentré ensuite pour plus ce qui est professionnel au lycée hôtelier à Dinard. D'accord. Exactement. Ok. Voilà, donc breton d'adoption évidemment, de 0 à 18 ans. Et puis après, je suis reparti sur Paris. Et breton de cœur aussi ou pas ? Oui, breton de cœur forcément, parce que très belle région, parce que patrimoine culinaire breton fort, parce qu'une culture, une identité, les Bretons sont quand même assez chauvins, et Ouais. voilà, donc je suis pas le puriste breton à revendiquer le drapeau avec le trisket, le BZH Power, mais ça fait quand même partie de mes racines et de mon enfance, et puis même aujourd'hui, je pense que c'est important quand tu as un restaurant d'avoir des liens avec ce que tu fais, donc Et voilà. justement, quand tu repenses un petit peu à tes débuts, ton enfance en Bretagne, Ouais. est-ce que tu as des images, des souvenirs, de premières émotions au niveau de la gastronomie, de la cuisine ? Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est, on me demande pourquoi tu as fait ce métier, est-ce que tu es petit-fils d'eux ou fils d'eux ? On l'entend quand même assez régulièrement. Je suis fils de grand chef. Bah oui. Alors moi, c'est pas du tout ça, parce que, ok, j'avais un peu mes grands-parents qui aimaient cuisiner, et j'ai des souvenirs d'aller le dimanche midi chez mes grands-parents où il y en avait toujours un peu partout, ça dégueulait un peu la table, mais j'ai pas appris à cuisiner avec ni ma grand-mère, ni mon grand-père, ni ma mère. Je me suis un peu fait tout seul. Mais oui, le premier souvenir que j'ai, ça va vraiment être celui-ci, où on avait des grands repas de famille. Tu sais ce que c'est, les déj de famille. Le dimanche Ça midi, mange, ça notamment. picole, ça Ouais. rigole, ça s'engueule. Mais voilà, ça, c'est les premiers souvenirs que j'ai. Et puis, première table un peu étoilée que j'ai fait, c'était avec mon père aussi, qui m'avait amené à une petite ville qui s'appelle Planquette, dans les Côtes-d'Armor, où il y avait le restaurant Crouzil, qui est un chef, D'accord. Jean-Pierre Crouzil, qui avait une étoile Michelin. Voilà, c'est le tout premier restaurant que j'ai fait étoilé. À partir du moment où je suis rentré au lycée hôtelier, j'ai dit à mon père, je vais aller là. Donc ouais, ma première table un peu étoilée, c'était en Bretagne, à Planquette, exactement. Je sais pas si le restaurant est encore ouvert aujourd'hui, mais voilà, c'est mon premier Il y a, souvenir. il y a un plat qui t'avait marqué lors de ce Ou moment ? alors oui, il y a un plat qui m'avait marqué, mais pas dans le bon sens, parce qu'en fait, non mais tu vas voir pourquoi, parce que j'avais l'habitude de manger du foie gras en terrine. Je n'avais mangé que toute ma vie, je devais avoir 15 ou 16 ans la première fois que je suis allé dans le restaurant étoilé, et j'avais commandé un bœuf au foie gras, et c'était un foie gras poêlé, un foie gras chaud, et moi je pensais que c'était un foie gras terrine, comme quand tu manges à Ah oui. Noël, un foie gras froid, tu vois, que Mm. tu mets sur une tartine de pain. Et donc en commandant ce bœuf foie gras, je m'attendais donc à ça, et je savais même pas qu'on pouvait faire du foie gras poêlé, je savais même pas qu'on pouvait faire du foie gras chaud. Tu sais, quand tu commences, il y a plein de choses que Bah tu oui, sais pas, évidemment. heureusement d'ailleurs. Et donc la surprise en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça là doit et être tout, particulier parce que quand on t'es s'y sûr. attend pas. Mais aujourd'hui, je suis un grand fan de foie gras poêlé. Je préfère 100 fois le foie gras poêlé au foie gras terrine ou mi-cuit. Mais c'est vrai que le souvenir que j'ai de ce restaurant, c'est d'avoir commandé un bœuf foie gras, et je m'attendais à avoir un foie gras froid, et j'ai eu un foie gras poêlé, et c'est le premier que j'ai mangé. Et je sais pas plus kiffé que ça, mais en tout cas, c'est un souvenir qui me reste. Ouais. Et aujourd'hui, le foie gras poêlé, pareil, tu n'aimes pas spécialement ? Si, j'adore, Ah bon, justement, ok. au contraire. C'était juste que Ouais, la ouais. surprise, en fait. Exactement. En fait, je savais même pas que ça existait. Et donc, vu que je m'attendais pas à ça, franchement, je devais avoir 15 ans. Donc, t'as pas le même palais aussi à Ah, 15 ans bien sûr. qu'aujourd'hui à 36 ans. Mais non, aujourd'hui, je raffole du foie gras poêlé. On en fait souvent au restaurant. Et je préfère clairement travailler un foie gras poêlé à la carte que même un foie gras terrine. Donc, Ouais, je pense que majoritairement, c'est ça que les gens c'est un apprécient. mal pour un bien, finalement, ça. C'est un mauvais souvenir, mais qui est un bon souvenir quand même, et qui reste dans ma Ok. mémoire. Est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, tiens, ça y est, je veux faire de la cuisine mon métier ?
Ouais. Ou c'est vraiment une réflexion, petit à petit, tu t'es dit, ah tiens, pourquoi pas? Non, le déclic, je t'entendais parler dans l'intro qu'effectivement, on m'a connu à la télé via Top Chef, mais le déclic, c'est aussi une émission de télé pour moi à 14 ans. C'est, je sais pas si tu te rappelles, ça passe encore d'ailleurs, le samedi après-midi, après le JT de 13h, t'as l'émission reportage, Ah oui, un oui. petit peu très immersif dans complètement. les corps de métier. Et j'adorais regarder cette émission le samedi parce que je faisais du sport, mais quand j'avais pas sport, ou je me mettais sur cette émission à 13h30, je pense que c'était, ou après le JT. Et il y en avait eu un premier, il y en avait eu un qui m'avait marqué, c'est sur les commandos, Ok. parcours du combattant. Je pensais que Militaire. tu allais me dire sur un cuisinier. Alors oui, il y avait eu. Non, mais pourquoi je dis ça souvent? Parce que on compare souvent la cuisine à l'armée. Brigade, Oui, militaire. c'est vrai. Et en fait, il y avait un premier reportage qui m'avait vraiment marqué, c'était sur les commandos, parcours du combattant. On suivait un mec qui rentrait pour être je sais plus quoi. Et je dis, putain, c'est pas mal. Et au début, je voulais presque rentrer dans les commandos dans l'armée, moi. Et D'accord. ensuite, j'en ai revu un, je sais plus le timing, mais j'ai revu un autre reportage où là, effectivement, c'était en immersion dans un grand palace parisien. Je sais plus lequel, où, quand, quoi, comment. Mais voilà, j'ai vu ce reportage. C'était, voilà, on est dans la cuisine d'un palace parisien, une grande brigade, les toques blanches, les annonces passent, oui chef, machin. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. Et quand j'ai vu ce truc-là à la télé, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux mettre une toque blanche et je veux dire oui chef dans une grande brigade, dans une grande équipe. Un mec, c'était mon rêve à 14 ans. Et du coup, de là, donc, j'ai passé mon BEP, mon brevet des collèges, et j'aurais pu rentrer sur une filière plus classique, seconde, première, terminale, écolo, machin, Ouais, je bien sais sûr. plus, éco, machin. Et j'ai dit, bah non, je rentre au lycée hôtelier et je vais refaire un BEP. Donc voilà, les profs étaient moyennement chauds parce que j'étais pas si nul que ça à l'école. Tu vois, je devais avoir 13 ou c'est pas un cancre. Mais du coup, je suis parti Ok. faire un BEP. Ah, bah, je Et pense que t'as bien c'est fait de grâce choisir à un la peu, télé ouais. que, du coup, je suis rentré à l'école hôtelière. Comme quoi, la télé, Ouais. hein, c'est Il pas pa- si, bah, c'est il pas si paraît. mal que ça. Non, mais voilà, j'aime bien le raconter parce que Ouais, c'est rigolo. Hein. je suis pas, ce que je t'ai dit en début d'interview, je suis pas fils d'eux ou petit-fils de grand-mère ou machin. Mais ouais, c'est la télé qui m'a donné envie de faire ce métier. Ok. Voilà. Ouais, bah, c'est top. Ouais. C'est vrai que souvent, c'est je cuisinais avec mon père qui était Exactement. charcutier ou qui était chef étoilé. C'est vraiment pour ça c'est que un peu une j'insiste sur ce transmission. truc-là. Et là, Mais t'as je suis pu fier faire. de dire ça. Ah Je te dis pas bah, que mon père cuisinait pas ou machin, mais en tout cas, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est ce reportage. Ok. Et donc après, alternance, j'imagine. Non, BEP classique. BEP classique. BEP classique en 2 ans, donc BEP cuisine. Ensuite, toujours au lycée hôtelier à Dinard, j'ai fait un bac technologique, donc bac techno pendant 2 ans, toujours à Dinard. Donc 4 ans de lycée hôtelier à Dinard. Et puis le bac techno te permet d'aller sur un BTS, ou soit tu fais un bac pro et t'arrêtes là, soit tu fais un bac techno. Donc j'ai fait un bac techno, et ensuite, 4 ans à Dinard, ça commence à être long. Moi, j'ai un peu la bougeotte, donc je suis venu sur Paris. Et j'ai fait un BTS dans le 17e à l'école Médéric Jean Drouin, là, qui est un lycée hôtelier plutôt aussi de connu, renommé. Et j'ai eu mon BTS 2 ans plus tard à Médéric. Donc voilà, j'ai 6 ans d'école hôtelière, BEP, bac techno, BTS. Ouais, donc t'étais bien armé à la Ouais. fin quand même. Hein, c'est ça. Ouais, mais tu vois, t'es bien armé et tout, mais quand t'arrives dans la vraie vie professionnelle, tu prends quand même une petite claquouille parce que l'éducation et ce qu'on t'apprend à l'école, on te dit t'es très bon, et quand t'arrives le jour J dans ta première entreprise, tu remets vite les pieds sur terre. Donc c'est bien d'aller à l'école, et il faut aller à l'école évidemment, mais attention, l'école c'est pas la vraie vie, et la télé c'est pas la vraie vie professionnelle, je parle. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est important. J'ai eu un gros cursus où j'ai fait 6 ans d'école hôtelière. Je suis pas tombé comme ça comme une goutte de pluie, mais est-ce que là, aujourd'hui, avec le recul, tu referais la même chose Oui. si tu devais refaire ton Ouais. parcours? Ouais. Ok, c'est la même chose. ça Je marche. suis fier d'avoir eu un BTS, un bac plus 2 quand même, c'est pas Ouais, mal. non, bah, c'est bien. Donc, non, ouais, j'en ferai la même chose parce que ça m'a servi quand même, parce que ça me sert, et parce qu'au-delà de ça, c'est des rencontres, l'école, c'est des. Voilà, tu fais des. Donc, non, oui, j'en ferai 100 fois la même chose. T'as gardé contact avec des copains de promo, peut-être? Ouais, bah, mon meilleur pote, alors mon meilleur pote aujourd'hui, Titi, c'était un pote d'un mec qui était avec moi en BTS, et voilà, donc ça fait depuis l'âge de 18 ans qu'on se connaît, j'en ai 36, donc ouais, il était pas au lycée hôtelier avec nous, mais il passait tout le temps avec nous au lycée hôtelier, le gars, donc Ok. donc voilà, Titi est devenu mon meilleur ami depuis l'âge de 18 ans. Ouais. On va forcément parler un peu de ton expérience en Thaïlande qui a été très marquante dans ton parcours. Ouais. Donc, quand tu as fini tes études, tu as rejoint rapidement le groupe Robuchon, peut-être un peu après ou... Ouais, alors j'ai fini mes études, je suis rentré au Bristol, un palace parisien, donc bah là,
J'avais presque réalisé mon rêve il y a 6 ans où je voulais mettre une toque blanche, tablier, bien sapé. Donc, je suis rentré au Bristol. J'ai eu la chance de rentrer au Bristol pendant 2 ans. Magnifique. Prolongement de l'école, tout était parfait. Ensuite, je suis parti faire une courte saison chez Arnaud Donquel à Saint-Tropez, ça s'appelait la Pinède à l'époque. Aujourd'hui, D'accord. c'est la Vague d'Or. J'ai fait juste une saison d'été, donc 6 mois. Et de là, oui, je suis parti effectivement à Londres d'abord dans un premier temps pour Joël Robuchon, qui avait des ateliers un peu partout dans le monde. Les ateliers de Robuchon, t'en as dans pas mal de villes. Donc je suis parti à Londres, à l'atelier Joël Robuchon, pendant 1 an et demi. Et en fait, le chef de l'atelier Joël Robuchon, Londres, Olivier Limousin, me demande le jour de mon anniversaire, sans le savoir, si je veux partir avec lui à Bangkok, par l'ouverture d'un atelier Joël Robuchon qui allait ouvrir à Bangkok. Donc c'est pour ça un beau cadeau d'anniversaire. Ouais, mais il le savait pas, donc c'était assez drôle. C'est le jour de mes 24 ans. Et donc, j'ai pas dit oui tout de suite, parce que c'est pas ce que j'avais prévu de partir en Thaïlande. C'est une sacrée expérience. C'est une expérience de dingue, mais tu vois, c'était pas ce que j'avais prévu à mon âge. J'avais pas spécialement envie de retravailler pour Joël Robuchon encore. Je voulais faire d'autres. Tu sais, quand t'es jeune en cuisine, on te dit souvent faut essayer de faire plein de chefs pour faire plein de choses, voir plein de trucs. Et du coup, après, tu fais ton petit sac à main. Et du coup, j'ai hésité. Et puis ma mère m'a dit bah vas-y. Et puis si ça te plaît pas, tu reviens dans une semaine. Et puis si ça te plaît, tu restes. Donc ça m'a plu. Je suis resté 6 ans. Donc ouais, c'est une grosse partie de ma vie, la Thaïlande, quand même. Et du coup, ça devait être assez difficile parce que t'as 24 ans, tu pars loin de tes amis, de ta famille, dans une cuisine quand même assez exigeante. Ouais, Comment c'est ce que je dis souvent. T'es en Thaïlande pour un grand chef français, mais tu travailles avec des Thaïlandais et tu cuisines pour majoritairement des Thaïlandais. Donc il y a quand même une adaptation. Tu arrives de Paris ou tu arrives de France où on te dit t'es le meilleur. Moi, je prends ma première place un peu de sous-chef. Donc, premier poste à respecter dans la cuisine, commis, chef de partie, sous-chef, chef. Donc, je prends ma première place de sous-chef pour Robuchon Bangkok. Donc, j'arrive un peu en mode. Tu sais, dans la vie, tu refais ce qu'on t'a donné. Donc, moi, on a toujours. Les premières années, c'était un peu dur pour moi, à la manière un peu forte. Et puis, du coup, première place de sous-chef, je me dis, tu vois, je vais refaire un peu pareil. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'en Thaïlande, la culture bouddhiste, si tu t'énerves, t'es un faible. Donc vraiment, il faut pas s'énerver. Donc gros travail sur soi à faire parce que, ok, premier poste de sous-chef à 24 ans, mais avec une brigade thaïlandaise, donc beaucoup de contraintes, un gros travail de réflexion sur moi-même avant tout. Et au final, ça a été presque 6 mois pas difficile parce que tu restes en Thaïlande, la vie est belle et c'est magnifique. Mais en tout cas, ouais, une façon de travailler différente. Et ce que je dis souvent aussi, c'est il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, c'est juste ce qui est logique pour un Français n'est pas spécialement logique pour un Thaïlandais. Et ce qui est logique pour un Thaï n'est pas spécialement logique pour un Français. Je dis français-thaï parce que c'est mon cas, mais ça marche avec juste une culture. Culture européenne n'est pas la même que la culture asiatique, si tu veux. Mais voilà, il y avait un travail à faire. Donc, qui a tort, qui a raison, je sais pas. Mais quand tu vois que les Thaïs, eux, s'énervent jamais, sont pas stressés, sont heureux dans leur life. Ah oui, c'est vrai que ça change d'ici. Non, mais tu vois, à comparer à une ville comme Paris où il y a une énergie, et moi j'adore Paris, il n'y a pas de souci, on est venu pour ça. Mais tu t'apprends à travailler différemment. Eux, ils vont pas être stressés. Et s'ils travaillent dans le stress, ils vont mal travailler en fait. Donc, beaucoup de changements dans ma vie, mais que du plus en fait. T'as réussi à bien t'adapter du coup, et ça t'a plu puisque t'es resté. Ouais, moi je me suis adapté beaucoup. Vous faisiez de la cuisine du coup française, un peu pour un peu modifiée pour s'adapter à la culture thaï ou pas du tout? Non, c'était la seule modification qu'on a fait, c'était au niveau du sel parce qu'en fait le Thaïlandais ils utilisent pas de sel fin dans leur cuisine comme nous on met du sel, c'est la base de la cuisine française. Il y a pas de sel en Thaïlande, c'est des sauces soja ou des sauces un peu des sauces poisson, des sauces huîtres, ils vont apporter une salinité par des sauces mais il y a pas de sel. Donc en fait on faisait juste attention un petit peu au dosage du sel qu'on mettait des fois dans nos recettes, mais Robuchon est connu pour sa purée. On faisait la purée, on faisait la côtelette d'agneau, on faisait la caille, on faisait le jambon. Voilà, c'est comme McDonald's, tu vois, c'était une franchise. Donc McDonald's, quoi qu'en Thaïlande, le Big Mac il est différent, mais si tu veux, c'est la même chose partout, quoi. C'est ce qui fait que les gens, donc Robuchon en Thaïlande, à Bangkok, à Hong Kong, à New York, c'est les mêmes choses, quoi. C'est vrai que parfois, quand on va dans un restaurant, par exemple un restaurant chinois en France, c'est pas du tout la même cuisine qu'il y a en Chine. Ouais. Et il y aurait pu peut-être avoir un peu ce côté où Joël Robuchon s'installe dans des pays, s'adapte. Mais vraiment, c'est les plats phares de la cuisine de Joël. C'était les plats phares de la cuisine de Monsieur Robuchon. Après, évidemment, on n'est pas débile. S'il y a des plats, on savait, je sais pas, moi, le thaïlandais, j'en sais rien, je sais plus d'exemple là, mais si on sait qu'il aime pas le riz de veau, on mettait pas le riz de veau à la carte, tu vois. Ça sert à rien. Si les Thaïlandais n'aiment pas les abats, voilà, tu n'y avais pas de. Ça a changé un peu ton regard sur la cuisine, ou vu que c'était globalement la même cuisine que ce que tu pouvais faire à Londres? En Thaïlande, si tu veux, j'ai appris. En fait, chaque métier, chaque boîte où j'ai travaillé, j'ai appris des choses différentes. Au Bristol, j'ai appris
le métier, le début du truc, la cuisine pure et dure. Tu vois, j'ai appris à tenir un couteau, j'ai appris à ciseler une botte de ciboulette, j'ai appris à faire un peu des... Au Bristol, j'ai vraiment appris ce truc-là où tu apprends à cuisiner, les bases. Ensuite, chez Donkel, j'ai appris la passion. Tu vois, le chef Donkel, lui, il m'a donné une passion. Le mec, il est passionné comme j'ai jamais vu, tu vois. Alors, il m'a appris la passion du métier. Le gars, waouh, tu te dis, c'est un truc de... Le mec s'est excusé le matin parce qu'il n'arrivait pas à 8h avec toi pour recevoir les poissons, parce qu'il devait emmener ses gosses à l'école, et donc le gars s'est excusé, tu vois. Le gars était tellement une passion que du coup, Donkel, il m'a transmis cette passion du métier. Et Robuchon, j'ai appris vraiment la technicité, peut-être une cuisine plus classique, parce que la cuisine de Joël Robuchon, effectivement, c'est vraiment le classicisme à l'état pur à la française, mais avant de faire des choses différentes, il faut d'abord faire du classique. Et j'ai appris ça à Londres, et c'était aussi un bulldozer, donc tu apprends à travailler un peu sous pression, beaucoup de couverts, tu vois, tu apprends à travailler vite et bien. Et ensuite à Bangkok, toujours pour Robuchon, là j'ai appris le management en fait. J'ai travaillé avec Olivier Limousin qui m'a appris manager une équipe, Oui, en tant que parler sous-chef, aux gens, être gentil avec les gens grâce à la culture thaïlandaise. Donc tu vois, tout ça, je me suis fait un peu mon petit truc. Et après, j'ai fait une dernière expérience en Thaïlande qui était chef table avec Vincent Thierry, un restaurant qui a 2 étoiles aujourd'hui au Guide Michelin. Et là, Vincent m'a dit, que j'embrasse tout ça, Vincent m'a dit, oublie tout ce que tu as appris avant et fais ta cuisine. Ok. Et ça, on me l'avait jamais dit auparavant. Tu vois, après Robuchon, 4 ans à Bangkok, presque 5 avec Londres, je suis parti à chef table, toujours à Bangkok, toujours sous-chef. Et l'exemple que je dis souvent, c'est il me dit, vas-y, fais une purée de betterave. Et je lui dis, bah, t'as une recette ou tu veux que je la fasse comment, tu vois. Et Vincent me dit, mais en fait, on s'en fout. Fais-moi juste une purée de betterave qui est bonne. Et ça m'a marqué parce que moi, j'ai jamais pu faire une purée de betterave sans recette. Oui. Dans les autres boîtes où j'ai bossé, tu vois. Tout était écrit, et moi, Ouais. aujourd'hui, à Et Embauche, là, il n'y a presque pas de recette. Si tu viens manger au restaurant, il n'y a pas de recette. C'est un peu comme ça. Il faut des recettes parce qu'il faut un squelette. Et avec Vincent, du coup, j'ai appris la liberté du cuisinier. C'est-à-dire que là, je pouvais enfin faire les recettes que je voulais. Voilà. Et justement, parce qu'on entend souvent dire, soit dans les critiques, soit dans tout ce qui est autour de la gastronomie, il a mis sa personnalité dans ce plat. Ouais. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est un peu flou. Comment est-ce qu'on met de la personnalité dans un plat? Parce que La personnalité dans un plat, c'est déjà en fonction de... Tu vois, tu parlais d'où je viens, en fonction de tes racines, tes origines. Je sais pas, si tu es de Marseille, tu vas plus utiliser de l'huile d'olive et peut-être faire quelque chose avec du poisson. Si tu es dans le terroir, tu vois, Mathias Marc, il met beaucoup le Jura en avant. Moi, en Beauce, c'est pareil. Bon, en plus, en Beauce, il y a Christina, qui est ma femme, qui est aussi vénézuélienne en cuisine. Mais tu vois, nous, notre personnalité dans l'assiette, c'est tu manges un plat... tu vas avoir, je sais pas moi, une galette de saucisse qui a des saveurs à la citronnelle parce que du coup j'ai habité en Thaïlande mais je suis breton. Tu vas avoir un plat avec un bœuf, un condiment, je sais pas moi, jalapenos et machin pour Christina parce qu'elle est vénézuélienne. C'est ça une personnalité dans un plat, tu vois. Et à côté on fait un autre plat où on y met des choses qui nous rappellent quelque chose et des choses d'où on vient et des choses qu'on a vues. C'est comme ça que la personnalité d'un chef, je pense, qu'elle se construit et qu'elle s'apporte. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est vraiment en fonction de tes origines, de tes Ouais, inspirations. ouais. On parle souvent de patrimoine culinaire français. Pour toi, est-ce qu'il y aurait un geste, un plat ou des valeurs qui devraient être que tu pourrais transmettre à tes équipes? Quelque chose d'important pour toi qui est un peu synonyme de gastronomie française? Pour la nouvelle génération, en fait, qu'est-ce qu'on devrait leur transmettre? Je sais pas forcément d'exemple, mais tu vois, j'avais mon premier chef à l'école, il avait dit une phrase qui m'avait marqué, il m'avait dit la maison, si elle n'a pas de bonne fondation, elle s'écroule. Et je pense que c'est vrai de vrai. Et tu parles de patrimoine, et avant de faire plein de choses un peu. Aujourd'hui, tout le monde veut brûler les étapes et aller plus vite. Et en fait, si tu veux pas te brûler les ailes, tu vois, on l'entend souvent, mais il faut savoir utiliser un couteau, la dextérité, le geste, faire une sauce, faire un jus, faire des classiques avant de faire des choses complètement délirantes. Je sais pas, Paul Perret, avant de savoir faire des trucs qui volent en lévitation, il sait d'abord tailler une carotte et faire un jus de viande. Je pense que c'est ça. En fait, moi, j'aurais pas vraiment de conseils à donner, mais avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Et en cuisine, c'est pareil. Je pense que c'est important de bien apprendre tes bases pour ensuite voler de tes propres ailes. Et voilà quoi. Est-ce que les chefs, comme toi notamment, est-ce que vous cuisinez pareil à la maison et au restaurant? Est-ce que quand tu rentres, tu te fais des bons petits plats ou tu as cuisiné toute la journée, tu as un petit peu la flemme Non, c'est marrant, c'est une question qui revient souvent quand même. Ça, Ah oui, ok. Non, mais c'est vrai qu'on... non, mais, alors il y a deux choses. On entend, t'as cette expression, et quand j'ai commencé le métier, elle était vraie à 18 ans, c'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. Donc quand j'étais en coloc à Paris, au Bristol, on était 3 en cuisine à se faire défoncer. Je peux te dire qu'on rentrait dans le frigo, il y avait une bouteille de coca et on commandait les pizzas. Ouais, Voilà. ok. Mais c'est quand on avait 18-20 ans et on était sous l'eau. Aujourd'hui,
Non, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon restaurant avec ma femme. Donc, par exemple, je sais pas si on est fermé samedi, dimanche. S'il y a des invendus le vendredi, on va repartir avec à la maison. Donc, effectivement, je sais pas, on a une bonne volaille, on a un beau bœuf qui est à la carte. Donc, évidemment, je vais le ramener pour chez moi à la maison. Je vais cuisiner des produits de très bonne qualité. Après, je vais pas me déboîter autant que je me déboîte au quotidien, du lundi au vendredi en bosse, à faire des trucs, des currys, des machins, des infusions. Non, je vais pas te faire le même plat. Si demain tu viens à la maison, tu mangeras pas ce que tu manges en bosse. En revanche, on sait cuisiner. Donc oui, on cuisine des bons produits, mais ça veut pas dire qu'on mange pas des pâtes ou des machins, mais juste on mange bien en fait. Mais on mange pas ce qu'on mange, on fait pas ce qu'on fait en bosse. Autant raffiner, chiader, sinon tu t'en sors plus en fait. À un moment donné, je pense qu'il faut couper. Bien sûr. Là, surtout qu'avec ta femme, donc vous êtes tous les deux restaurateurs, restaurant dans un restaurant. Ouais. Et parfois, il y en a qu'un des deux dans le couple qui est chef. Et du coup, on dit souvent t'es marié avec un chef, tu dois bien manger à la maison. Ouais, même c'est peut être compliqué aussi, hein, parce que souvent on l'entend. Putain, je comprends pas pourquoi il rentre à minuit. C'est compliqué pour une personne qui est pas dans la restauration d'être mariée ou en couple avec quelqu'un qui est dedans, parce que c'est un métier de passion, on en parlait tout à l'heure, mais c'est des horaires. Les horaires sont très compliqués. Tu commences à 9h, à 15h c'est la fin du service, tu vas 2 heures en pause, en coupure, tu reviens à 17h, 17h30 jusqu'à 23h30, donc ouais, ça fait 2 journées en une. Et si tu es avec quelqu'un qui fait 9h-17h ou 9h-18, une journée classique d'un citoyen français. Dans une entreprise. Voilà, et c'est compliqué parce que tu vois pas la personne peut-être de 15 à 17 et quand tu rentres, l'hôtel dort. Donc ouais, nous, la chance qu'on a, c'est que on fait tous les deux ce métier. On s'est rencontrés chez Robuchon à Londres avec Christina, c'était ma chef de partie. Donc il n'y a pas d'embrouille sur ça parce que on est tous les deux cuisiniers, c'est notre restaurant à nous deux. Elle n'est pas pâtissière, je suis pas serveur, on est tous les deux vraiment cuisiniers, chef propriétaire de notre restaurant. Donc c'est une chance. Elle t'a suivi en Thaïlande ou pas? Ouais, plus tard. En fait, on s'est rencontrés en 2013 à Bangkok, à Robuchon. Elle était avec quelqu'un, moi, elle faisait sa vie et tout, mais on a eu un petit accroche. Moi, je suis parti vivre en Thaïlande avec Olivier Limousin. Elle a fait sa vie, j'ai fait ma vie. Et puis, on s'est revus en 2018, 4 ans plus tard. Ah oui, on s'est pas perdu de vue pendant 4 ans, en mode coucou, comment tu vas, joyeux Noël, salut, bon anniversaire. Mais sans aucune arrière-pensée. Et on s'est revus en 2018, et là, on s'est mis ensemble. Et moi, j'avais démissionné de Robuchon pour repartir à Bangkok avec Vincent Thierry, ce que je te disais tout à l'heure, à Chef Table. Donc, j'étais déjà engagé. Donc j'ai dit à Christina, je me suis déjà engagé pour un nouveau truc. Donc soit tu viens avec moi, ou soit on va faire une relation à distance à 13 000 km, mais voilà. C'est compliqué. Donc elle m'a suivi à Bangkok. Bon, c'est chouette. Ouais. Et puis ça, a priori, ça a plutôt bien marché. Ouais, marié, 2 enfants, 2 restos. Ouais, c'est chouette. Voilà, donc ouais. Toi, t'as côtoyé quand même pas mal de grands chefs, du coup, de ce que j'ai cru comprendre. Même pour toi, d'ailleurs, la question, comment est-ce que tu dirais la répartition entre la part de talent et la part de travail, d'acharnement? Est-ce qu'un grand chef comme Thierry Marx ou Joël Robuchon, est-ce que c'est parce qu'il était très talentueux ou est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup travaillé? J'imagine un peu les deux. Mais c'est quoi le pourcentage en fait? Est-ce que c'est 50-50? C'est quoi ton avis sur la question? Franchement, c'est pas facile. Ouais, c'est difficile de répondre, mais c'est les deux. Je pense que tu es obligé d'avoir les deux. Mais je suis pas passionné, je m'en fous du foot, mais tu vois, je fais une petite aparté parce que je trouve que l'exemple il est là, tu vois, parce que t'as un mec qui est le meilleur joueur du monde qui s'appelle Ronaldo et lui il revendique je m'entraîne, et t'as un autre gars qui est aussi le meilleur joueur du monde qui s'appelle Messi et lui il a peut-être plus un talent que l'autre. Est-ce que l'un est le meilleur que l'autre? Je sais pas, ils ont tous les deux leur truc de ouf à eux deux, mais donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut, quoi qu'il arrive, travailler, parce que si tu travailles pas, à moins d'avoir ce don inné, t'as beaucoup de chance, mais t'es obligé de travailler dans la vie. Mais il faut aussi, je pense, un peu de talent. Non? C'est ton avis. C'était vraiment. Je pense que ça dépend effectivement, ça dépend des cas. Ça dépend de tellement de choses. Tu vois, ton exemple, il est très concret. Il y en a. Peut-être que ça se trouve. Non, ils ont pas besoin. Ça se trouve, Ronaldo, il avait pas beaucoup de talent. Mais il a bossé le mec toute sa vie. Exactement. Et d'un autre, il a peut-être jamais bossé de sa vie. C'est comme à l'école. T'as des mecs qui branlent rien et ils sont super doués, et t'en as, ils doivent potasser, réviser. Moi, j'étais bon à l'école, mais j'avais besoin d'apprendre. Me venait pas, il fallait répéter. Donc aujourd'hui, en Lagune, c'est pareil. Je pense qu'il faut avoir du talent, il faut machin, et puis il faut quand même travailler dans la vie, quoi. Il faut avoir les deux, c'est sûr. 50-50, c'est ma réponse. Ok. Jean-Pierre Foucault, 50-50, c'est ma réponse. Par contre, il n'y a pas le million à la fin. Merde, moi je me barre. On va parler un petit peu de Top Chef. Ouais. C'est quand même un passage un peu important dans ta carrière. Est-ce que tu avais déjà l'habitude de regarder Top Chef avant de participer? J'imagine que oui. Oui. Est-ce qu'il y a des candidats que tu suivais et qui te plaisaient ou pas? Oui, j'ai regardé Top Chef la première saison. Ok. Donc il y a 17 ans.
Ouais, c'était il y a longtemps. Il y a très longtemps. La deuxième saison, j'avais 14 ans. C'est quand je rentrais, où je devais je venais de rentrer au lycée hôtelier, donc j'avais 15-16 ans. Donc j'ai regardé les 2 premières saisons de Top Chef, où je me suis dit, j'ai envie de le faire. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, avec du recul, mais j'avais envie de le faire ce truc-là. Après, j'ai pu regarder, parce que je suis parti à Londres, parce que je suis parti à Manque de Bangkok. temps, voilà. Voilà, j'ai complètement lâché. Mais tu as toujours un mec que tu connaissais ou une fille que tu connaissais. Tu vois, le monde de la cuisine, il est petit quand même. Mhm. Et puis, la saison juste avant moi, où c'était le Covid, donc on était tous confinés chez nous. Pour moi, c'est la meilleure saison de Top Chef de tous les temps. Juste notre saison avant nous, la saison Adrien Cachot, Maurice Acco, C'est vrai qu'elle était très très chouette celle-là. Mallory, Justine Piluzzo. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures saisons de tous les temps de Top Chef, même si je ne les ai pas tous regardés. En tout cas, moi, celle-là, je l'ai re-regardée avec ma femme à Bangkok, donc depuis Bangkok en replay évidemment. Et je me suis dit, vas-y, je m'inscris l'année prochaine. Voilà, donc grâce à cette saison, je me suis inscrit à 30 ans. Depuis Bangkok, hein, moi, tu sais, parce que souvent, c'est compliqué maintenant, donc ils viennent un peu de caster. Ils savent que lui, il a un resto là, à Paris, en France, donc ils viennent un peu, ils t'envoient un petit mail, coucou, est-ce que tu veux pas faire Top Chef? Mais moi, personne ne me connaissait, si tu veux, vu que j'avais quitté la France en 2012. D'accord, mais Donc moi, je me suis inscrit tout seul depuis mon appartement en Thaïlande, sur m6.fr. ok. Salut, c'est moi. Tu vois, je suis assez fier aussi de ça, parce que généralement, ils viennent te chercher en disant, salut, est-ce que tu veux pas faire Top Chef cette année, quoi. D'accord, ok. En Ah tout ouais, cas, ils savent que le mec est un bon profil, et du coup, ils se disent, attends, lui, il a quand même un bon profil, parce que, je sais pas, il a un bon resto. Tu vois, il regarde ce qui se passe en Oui, France. j'imagine qu'il voilà, il Il y a, regarde un petit il y a peu, des mecs suit qui cassent, l'actualité, il y a des mecs qui envoient leur gastronomique. candidature comme moi, évidemment, mais eux aussi ils vont chercher des profils parce qu'ils suivent l'actualité, et ils se disent, lui, voilà. Mais en tout cas, moi, j'étais en Thaïlande, donc je me suis inscrit depuis Bangkok, et j'ai été pris comme ça, donc cool. Mais oui, cette saison m'a donné envie de faire Top Chef. Et après, non, les candidats là, moi, je trouve que oui, Adrien, il a fait une saison juste dingue, il est aimé du public, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est très beau. Ouais, Donc, c'est chouette. ouais, Adrien, on regardait Adrien avec Christina, on était, waouh, putain, le mec est un ouf et tout. Non, cette saison, pour moi, c'est clairement la meilleure saison. Pour comprendre un petit peu les rouages, j'imagine qu'il y a une présélection où après tu te déplaces sur Paris, j'imagine, pour... Ouais, t'as un entonnoir, Mais, donc t'envoies ta candidature, ils te répondent ou ils te répondent pas. Donc, s'ils te répondent, après, t'as un premier call avec eux au téléphone, voilà, pendant une demi-heure où tu discutes comme là. Et ensuite, si ça continue, t'as un deuxième call, mais cette fois-ci en visio, où je pense que c'est pour voir ta tronche un peu, voir comment t'es. Donc, t'as le même call un peu avec quelqu'un différent, mais en face à face. Et si t'es pris, là, tu viens à Paris, à Médéric, d'ailleurs, au lycée hôtelier où j'ai été faire j'ai fait mon BTS, ça se passe à Médéric. Je sais pas combien on est sur ce truc-là, je pense que c'était au moins 60-100 candidats. Et ils en prennent que il y a 15. beaucoup de monde. Ouais. Et c'est quoi, c'est une épreuve de cuisine, du coup, Ouais. pour 100 personnes Ouais, t'as une épreuve libre, D'accord. où tu fais ton plat, tu fais ce que tu veux. Épreuve libre. Et ensuite, t'as une épreuve imposée, un peu façon dernière chance. Moi, c'était la pomme de terre. Voilà, vous avez 1 heure pour faire un truc à la pomme de terre. Et t'avais fait quoi sur l'épreuve libre? Je sais pas si tu te rappelles. Alors moi j'arrivais de Thaïlande, donc pareil j'avais pris l'avion, c'était un peu un coup de poker parce que du coup 6 ans à Bangkok et j'avais dit ok, je commençais à être pris, mais je comptais pas faire l'aller-retour, donc avec Christian on a dit on quitte la Thaïlande. Ah oui. Ouais, c'était Ok. un gros coup de poker quand même, parce qu'on a dit vas-y on quitte tout. 6 ans de vie dans le conteneur en bateau, rapatriement par bateau, nous on a pris l'avion, c'était le Covid, c'est un sacré merdier pour venir faire le test à Médéric parce que plus d'avion, machin, c'était un peu compliqué quand même. Ah oui, j'imagine que c'est... Et ouais, j'ai pu quand même aller faire le truc à Médéric parce qu'ils prennent pas de profil si t'as pas fait non plus de la cuisine, parce que eux ils ont un cadreur comme en façon émission. Et j'ai fait un Saint-Pierre cuit dans une feuille de banane à la citronnelle. Et à côté de ça, j'ai servi du chou-fleur taillé très finement, comme un risotto, pareil avec du kumbhava, du gingembre, pour avoir un truc un peu très typé thaïlandais, pour Ça dire doit être bon, que j'arrive de Thaïlande, quoi. Et tu penses que dans leurs critères de sélection, alors oui, il y a ton niveau de compétence en cuisine, mais est-ce que comme c'est une émission de télé, tu penses qu'ils prennent aussi des gens qui sont un peu punchy, qui peuvent faire rigoler, est-ce que ça fait partie de leurs critères, tu penses? Oui, ils le disent, ouais, il faut, Ils le disent, ouais, ok. il faut cuisiner parce que c'est un cours de cuisine, donc évidemment, il faut savoir cuisiner. Mais ensuite, ça reste une émission de télé, donc eux-mêmes le disent quand ils te castent, hein, c'est un concours de cuisine, mais c'est une émission de télé. Si tu veux juste faire un concours de cuisine, va passer le MOF ou voilà, mais c'est une émission de télé. Donc, comme n'importe quelle émission de télé, tu peux pas avoir 15 candidats drôles, tu peux pas avoir 15 candidats arrogants, tu peux pas avoir 15 mecs, tu peux pas avoir 15 mecs full énergie. Donc voilà, je pense qu'ils ont un peu leur case. Tiens, on a Oui. le mec sympa cette année. Tiens, j'en sais rien. Oui, mais effectivement, il y Je a... suis pas dans les petits papiers, mais chaque fois que tu regardes la saison de Top Chef,
t'es pas con, t'as toujours un Belge, t'as toujours un étranger, t'as toujours un mec qui habite là, t'as toujours un autodidacte, t'as toujours un mec qui a une histoire triste, Ouais. t'as toujours, tu vois, je pense, j'en Et sais puis parfois, rien. il y a ceux qui viennent pas du tout du monde de la cuisine en plus. T'en as un ou deux qui dit moi je suis autodidacte, machin. T'as le mec ou la meuf qui fait que du palace t'as jamais 15 personnes qui ont fait du palace. Tu vois, il faut aussi qu'il y ait une diversité pour le téléspectateur. Donc, mais ça veut pas dire que c'est pipé. Ça veut juste dire qu'ils ont besoin de profils différents en fait. Bah, voilà, c'est une émission, il y a besoin de créer de l'audimat. Donc c'est tout à fait Exactement. normal. Comme tu l'as dit, c'était pendant le Covid, l'émission. Le tournage, ça a été, j'imagine, un peu plus compliqué que prévu ou Bah alors déjà, ils nous ont fait venir 15 jours avant pour créer une espèce de bulle. Donc tu es dans un hôtel à Port-de-Pantin, je sais plus où c'est, Port-de-Pantin, je crois. Donc 15 jours avant, on est arrivé dans l'hôtel pour créer cette bulle. Donc plus le droit de voir personne, machin, plus le droit de sortir de l'hôtel et tout. Ah oui. Nous, on a été la saison, on n'avait pas le droit de sortir le week-end parce que toutes les autres saisons, les mecs, quand t'es en week-end, quand ça tourne pas, ils vont chez eux, ils rentrent chez eux, ils voient leurs potes. Et nous, on n'avait pas le droit vu que c'était le Covid. D'accord. C'était la deuxième vague du Covid où c'était vénère, ça repartait, tatati. Donc ils ont créé cette bulle, test PCR presque 1 à 2 fois par semaine, donc coton-tige dans le pif 2 fois par semaine. Ouais, sympa. Et ouais, très sympa. Masque en dehors des heures de tournage, masque dans les loges, masque dans le minibus. Ah ouais. C'est un peu relou, ouais. Mais du coup, j'imagine que ça a dû. Si vous sortiez pas le week-end et que vous restiez entre On vous, restait à l'hôtel, ouais. ça a dû créer des liens Bah, forts, nous, si j'imagine. tu veux, je pense qu'on est la seule saison où, avant que ça démarre, ça faisait 15 jours qu'on était confinés dans notre chambre d'hôtel. Vous Donc, connaissiez si tu déjà veux, bien. tu quoi. mets 15 cuisiniers ou même 15 lascars n'importe où. Au bout d'un moment, les mecs, on avait déjà fait quelques soirées et on se connaissait déjà tous avant l'émission 1 heure. Ah, j'imagine que ça devait être sympa, du coup, cette ambiance-là. C'est très bien, Et donc, dans l'hôtel, sans vos plus 1, vraiment, vous êtes seul. tout seul, Ok. pas de plus. Et donc, pendant toute l'émission, vous étiez logé dans un hôtel, c'est Ouais. ça? Ouais, t'es logé dans l'hôtel, je crois que c'est Port-de-Pantin. Et voilà, quand tu te fais éliminer, tu rentres chez toi et sinon, bah, tu restes dans ta chambre pendant 2 mois, quoi. Ok. Donc, potentiellement, si tu rentres tôt, ta famille sait un peu si t'as. Oui. Ouais. Ok. Et est-ce que vous êtes rémunéré pendant l'émission ou pas? Ouais. Ouais, Ok. t'es payé. Je sais plus le montant, c'est pas je crois que c'est le SMIC ou quoi, mais oui, t'es payé. Si tu fais un mois, t'es payé. T'es payé. Ouais, D'accord, ouais. Donc, Ça c'est s'appelle des les- petites rémunérations. Ouais, Il n'y a c'est rien une petite rémunération. d'extravagant. Ouais. Mais t'es D'accord. payé. Ouais. Je suis en pige. Je sais plus s'il paye en pige ou comme dans le monde un peu du cinéma. Mais ouais, t'as un petit truc, quoi. Je trouve ça plutôt cool d'ailleurs, tu vois, au passage, parce que. Bah, ouais, Non, au mais- final, ça vous Au prend final, du temps, normal, mais au final, pas spécialement obligatoire. Donc, ouais, t'es payé. Chaque candidat est payé. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt réglo. Moi, j'avais une question, surtout par rapport au début des épreuves. Ça paraît très spontané. C'est-à-dire que Stéphane Rothenberg arrive, il dit voilà, c'est telle épreuve, et vous avez tous l'air d'être au taquet. Est-ce que vous êtes au courant un peu des épreuves avant, ou c'est vraiment, vous découvrez ça le jour J? Non, non, on est. En fait, quand t'es pris, quand tu fais partie des 15 derniers candidats, tu reçois un book où tu as 80 sujets que tu dois travailler. Tu as 2 mois pour préparer ton concours. Donc, félicitations, t'es pris. Dans 2 mois, le tournage démarre. Tiens, voici 80 recettes, 80 thèmes. Pas 80 recettes, mais 80 thèmes. Amuse-toi avec ça, quoi. Et du coup, je sais pas, moi, dans le book, on avait réalisé un soufflé, travaillé un trempe-l'œil. Donc, toi, tu as 2 mois pour préparer tes épreuves. D'accord. Mais ça veut pas dire que ces épreuves-là, le jour J, elles vont tomber. Ça veut pas dire que ces épreuves-là, toi, tu as préparé, je sais pas, un soufflé, j'en sais rien, à l'aubergine pendant l'été, pendant que tu te préparais ton concours. Mais si Rothenberg, il annonce aujourd'hui, c'est un travail, c'est les 3 brigades, c'est les brigades ensemble, vous faites un soufflé à 3, Ah oui. tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tu es préparé, mais ça se passe pas non plus spécialement comme tu l'avais prévu. Parce qu'il faut pas non plus qu'on se ridiculise, toujours pour la télé, le téléspectateur. Donc, oui, quand il te dit, allez, réaliser, je sais pas, un trempe-l'œil ou révolutionner la dégustation, manger sans les mains avec vos pieds, ouais, évidemment, tu l'as un peu bossé avant parce que tu vas pas sortir un truc en trompe-l'œil en forme de plante verte si tu l'as Oui. pas travaillé cet été. Donc, ça, en fait, tu le prépares. Mais t'es pas sûr d'avoir ce que tu as voulu quand tu cours au garde-manger. Tu sais pas si tu auras ce dont tu as besoin pour faire ta recette, premièrement. Tu sais pas si c'est une épreuve qui sera en solitaire ou avec tes 2 copains. Donc, il suffit que tu tombes sur un mec qui te dit bah non, moi j'ai fait un soufflé à la tomate, il est génial. Ouais, mais moi j'ai fait un soufflé à l'aubergine, il est génial. Bah, tu vois, voilà. Oui, je vois très bien. Du coup, il faut réussir à bien s'entendre. Donc, en fait, oui, t'es préparé, parce qu'ils veulent pas te jeter dans la gueule des loups, voilà. Donc, oui, t'as une préparation, tu bosses tes thèmes, tu fais ce que tu veux, tatati, mais tu sais pas quand ça va tomber, si ce sera une épreuve en solitaire, tu sais pas quel chef sera invité pour déguster, parce que des fois, on dit souvent, ah bah lui, je sais pas, il est invité, je sais pas,
Tu sais que ce chef-là, il aime pas les abats, par exemple. J'en sais rien, j'ai une connerie. Si t'es bien emmerdé, si t'avais prévu de faire un soufflé aux abats, quoi. Mais donc, tu sais pas quel chef va venir déguster ton soufflé. Donc, ça, c'est vraiment pour les épreuves préparées. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et par contre, pour les dernières chances, là, tu le sais pas du tout. C'est pour ça que souvent, j'aime bien dire ça aussi, quand tu regardes souvent les dernières chances, le niveau, il est un peu moins bien, je trouve. Parce que pour le coup, C'est pas préparé. c'est Ok. moins préparé. C'est-à-dire que ton trompe-l'œil en forme de plante verte, tu l'as préparé 3 semaines cet été, mais faites-moi, je sais pas, la dernière chance, c'est le céleri. Si t'as pas bossé le céleri, c'est un peu plus rock'n'roll ton assiette de céleri, quoi. Sur t'as 2 mois de préparation, c'est ça à peu Oui. près? T'avais vraiment pris le temps de vraiment beaucoup préparer ou tu t'es dit aussi, bon, on ira un peu au feeling Non, j'ai préparé moi. Ouais. J'ai préparé parce que j'arrivais de Thaïlande, donc j'avais pas de restaurant, j'étais libre comme l'air. Je suis rentré de Ah, donc Thaïlande pour faire Top Chef. t'avais- J'ai été pris. Donc à partir du moment où ils m'ont dit t'es pris, j'ai appelé un pote à moi qui avait un resto parce que j'avais pas de resto non plus. Donc je me suis dit putain, si je suis pris, je vais faire comment pour préparer. Ah bah oui. Parce que je vais pas faire ça chez ma mère en Bretagne, dans la cuisine de maman, à ménagère, à micro-ondes. Il faut Mais quand même un truc compliqué. professionnel, tu vois. Donc j'ai appelé un pote à moi qui était à Avignon, qui avait une brasserie. Et du coup, je suis parti préparer mon concours à Avignon avec Christina qui était enceinte. Donc on est parti, c'était l'été, donc on était plutôt bien à Avignon Ouais, pendant ouais. 2 mois, une région qu'on ne connaissait pas. Et je préparais mon concours avec mon pote, lui qui faisait ses services, 150 couverts, et moi à côté, dans un petit coin Ouais. qui l'emmerdait avec mes C'est trucs. sympa d'avoir un copain qui a accepté de. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant dans une cuisine. Non, ouais. Après, les mecs, souvent, ils ont des restos, tu vois. Mm. Ceux qui s'inscrivent, ils sont en plein dans leurs affaires ou machin. Donc, le gars s'inscrit, il est dans son resto. Mais moi, j'avais pas de resto, quoi. Donc, c'est un peu tricky, ouais. C'est quoi ton souvenir le plus marquant de l'émission? Ma première victoire où je gagne en Aveyron, à l'Aubrac, chez les Brasses, je trouve que c'est un très beau souvenir parce que c'est une première victoire. Et même Paul Perret me dit, à mon avis, tu vas pas gagner. Et du coup, je me qualifie, donc vraiment refait. Et puis, moi, je suis très superstitieux, donc c'était le 13. Et le 13, pour moi, c'est un chiffre qui compte beaucoup. Et mon grand-père était né le 13, on était dans sa région. Et donc, tu vois, il y a eu tout un truc un Il y peu avait symbolique. beaucoup Je de me suis dit, choses. merde, tu vois, donc un peu très symbolique. Après, je me suis fait éliminer, j'ai eu la chance de revenir, j'ai réintégré la brigade de Michel Saran, Mm. avec laquelle il y a eu une relation de dingue avec Michel Saran, qu'on a toujours aujourd'hui, et il y a vraiment un lien très fort qui s'est créé entre le chef et moi. Plus Et qu'avec oui, Paul Perret? ouais. D'accord. Ouais, parce qu'avec Paul Perret, c'était le début du concours, donc on était encore les 3 candidats. Je me suis fait éliminer au bout de 3 ou 4 semaines, donc il n'a pas eu le temps d'échanger vraiment avec moi. Mais quand je reviens plus tard dans l'émission, et donc là je suis tout seul avec Michel Saran, et on crée un Oui, lien quand t'es tout seul, énorme, effectivement, il y a plus de. et je le rends dingue. Parce que lui, il est plus classique dans sa cuisine, plus calme. Et moi, il voit le mec arriver, un peu foufou, électron libre. Et moi, je réintègre le concours et je me dis, bon, t'as pas eu la chance de vouloir faire ce que t'as fait la première fois, vas-y, cette fois-ci, lâche tout, arrête de te mettre la pression, vas-y, on s'en fout, quoi, vas-y, lâche tout, libère-toi, en fait. Tu sais, j'étais trop stressé, je pense, les premières semaines, je me suis trop mis la pression et du coup, je me suis foiré. Et là, j'ai eu la chance, donc j'ai eu une deuxième chance, donc c'est cool déjà d'avoir une deuxième chance dans la vie. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, vas-y, là, c'est que du plus, en fait, rien Ok. à foutre. Tu vois. Et avec moins de pression. Et du là, coup, j'ai été 100 fois meilleur. ouais. J'ai été 100 fois meilleur. J'ai gagné des épreuves. J'ai eu des coups de cœur. Et ouais, gros souvenir. Non, il y a eu plein de plats que j'ai Ok. gagnés. Chez Mazia, où je cuis les trucs un peu sous la terre. Tu vois, je cuis des crevettes sous la terre. Et Mazia, il dit c'est un plat de ouf. Chez Glenviel, avec Stan Blumenthal, qui dit vraiment plat qui donne des frissons. Tu vois, vraiment, c'est quand même prenant ce concours. tu vois. C'est des retours qui sont hyper Ouais, valorisants, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est les montagnes russes des émotions, parce que tu rigoles, tu pleures, de tristesse, de joie, t'es vénère, surtout t'es toi, heureux. où t'es éliminé, tu reviens après. Ah ouais, puis moi, je L'ascenseur suis quelqu'un émotionnel, de il est- très émotif, je peux cacher un truc un peu machin, mais je suis quelqu'un de très sensible, émotif quand même, mais donc, ouais, à un moment, je suis en larmes quand même. Mais non, franchement, c'est un super concours. Et ça s'est passé comment, du coup? Quand t'as été éliminé, t'es rentré chez toi, ils t'ont recontacté après en te disant, ah bah finalement tu reviens. Exactement. Ah ouais. Tu T'as eu un rentres- coup de fil. Ouais. Tu rentres chez toi, t'es vénère, j'étais dégoûté. Je suis resté quelques jours à Paris quand même. Je suis pas rentré tout de suite. Je suis resté 2-3 jours à l'hôtel avec les gars. Je suis rentré, j'arrive chez moi en Bretagne. J'ouvre la porte, téléphone qui sonne. Est-ce que tu vas revenir dans 2 jours pour participer à le retour des éliminés? Mais je crois qu'il n'y a plus maintenant, c'est fini. Mais je dis bah ouais, carrément. Et du coup, je suis reparti 2 jours plus tard pour l'épreuve du retour des éliminés. C'est vrai que l'ascenseur émotionnel, il a dû être fort. Ouais. hein. Ah, c'est vrai que. j'étais ils attendent que tu vénère. rentres chez toi. J'étais vénère de me Pareil, faire j'imagine. éliminer. Tu sais, j'avais loupé ma dernière. Franchement, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Bon, après, c'est l'émission, hein, mais Ouais. c'est vrai que c'est difficile parce que parfois, le niveau entre les candidats, il est parfois très équivalent et il faut choisir. Et... Ah non, mais, non, mais là, C'est- moi, je me suis bien loupé sur la dernière chance. Donc, Oui, pas mais de. de Mais, non, mais de c'est manière clair. générale, parfois, voilà, mais je me dis comment les chefs ils vont choisir, ça a l'air d'être.
Vous êtes Ouais, vraiment ouais, très, c'est très clair. similaires. C'est pas évident. Tu disais tout à l'heure que vous étiez tous très proches. Je sais que tu as pas mal gardé contact avec Mathias Marc, c'est Ouais. devenu un ami proche, j'ai l'impression. Ouais, on fait pas mal de trucs ensemble, on se voit souvent, ouais. Il y a d'autres candidats avec qui tu t'es gardé contact De ma saison, Mohamed aussi, on se voit souvent par les événements ou les choses comme ça. Sarah Mingui, je la vois un peu moins, mais on est proches, il n'y a pas de galère. Mais elle est à Nantes, elle a son truc aussi, donc on se voit moins. Arnaud Baptiste aussi, à qui je suis resté en contact. Thomas Chisholm aussi. Ça va être une promo assez sympa quand même. Ouais, je pense que c'était aussi une des bonnes saisons, je crois. En tout Ah cas, bah oui, quand hein. t'as les retours des gens, Ah, moi j'avais beaucoup. t'as la saison Puis bah, cachot. je pense que c'est là où l'audimat a sûrement dû être le plus élevé d'ailleurs. Ouais, c'est pendant le celle-là et Covid, celle d'avant avec Adrien, Maury, Justine et tout. Je pense que c'est notre saison et celle d'avant qui a été une grosse saison. Et la rencontre avec Paul Perret, donc tu disais que vous n'avez pas forcément eu trop le temps d'échanger. Non, pas Mais trop. Non. qu'est-ce que tu garderais Est-ce qu'il t'a apporté quelque chose techniquement ou est-ce que tu t'es dit à un moment ah ouais là il m'a quand même bien aidé, je retiens des choses. Il m'a dit un truc assez marrant venant de sa part. Il m'a dit arrête de faire compliqué, fais plus simple. Parce que ce que je dis Robuchon, tu vois, les choses les plus simples sont les meilleures. Mais venant de Paul Perret, j'ai trouvé ça très drôle quand même, sachant que lui c'est un mec un peu barré, déjanté, tu vois. Il va pas faire les choses les plus simples. Ouais. Tu vois, il m'avait dit un truc, il y a presque 2 recettes dans une recette, il y a trop de trucs, je suis perdu, simplifie. Il m'avait dit un truc genre simplifie ta cuisine, tu vois. J'ai dit ok, pas tort, chef. Oui. Voilà. Et Michel Saran, est-ce qu'il y a eu peut-être un peu plus de... Michel Saran, il y a eu, je sais pas, il y a eu vraiment un rapport ouf et une amitié qui s'est créée, une rigolade. C'est vrai qu'on vous sentait assez complice. Ouais, très complice. Et je le rendais. Il hallucinait en fait. Tu vois, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il me fait, je comprends, tu vois. Et c'était très drôle, je pense, à l'image aussi, ça a plu. Oui. Mais c'était vrai, c'était pas que du montage en mode. Tu vois, on dit, mais non, c'est vraiment. Tu sais, on se voit quand même régulièrement. Avec Michel Saran, on se voit régulièrement. Il vient d'ailleurs l'année prochaine cuisiner, on fait un événement en Beauce. Donc génial. tu vois, c'est plutôt. Mais non, il m'a apporté plein de conseils, mais il me laissait quand même faire, Michel Saran. Ok. Il me laissait faire. Il me disait attention, il me mettait en garde. Et j'écoutais toujours, parce que t'écoutes toujours ton chef de brigade. Ou pas, tu n'as pas envie, mais il me laissait quand même faire parce que j'arrivais un peu à le surprendre et tout. Donc du coup, je disais, ah ouais, et donc c'était plutôt cool. Et vous pouvez échanger avec eux en dehors des heures de tournage de l'émission Un peu. Non, c'est- après, tu vas pas boire des bières avec eux le soir et tout. Mais en fait, plus tu avances dans la compétition, plus tu as un lien qui se crée avec ton chef de brigade, évidemment. Et donc, plus eux aussi ont envie de gagner. T'as pas leur numéro de téléphone, mais tu vois, tu essaies de les voir un petit peu avant, ou juste 5 minutes avant, il te dit alors, tu te sens comment, tatati, tatata. Mais pendant le truc, c'est pas non plus archi proche. D'accord. Ouais. Ça va vite, hein. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'émission où tu as eu des moments de doute? Il y a cette fameuse épreuve du vendredi 13. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments où vraiment tu as perdu confiance en toi et finalement tu as réussi un peu à reprendre le dessus? Pendant l'émission Oui. Pendant l'épreuve, tu veux dire Oui. Ouais, c'était l'épreuve avec Aston Blumenthal, où tu vois, là pour le coup, c'était absolument pas préparé. Il fallait faire un plat avec des ingrédients qui se marient pas forcément sur le papier. Et moi, j'avais tiré asperges réglisse. Je me rappelle. Et je suis parti en mode, j'ai pas d'idée, quoi. Tu vois. Parce que pour le coup, là, c'était vraiment pas préparé. Hop, asperges réglisse, démerde-toi avec ça, quoi. Et là, je me suis retrouvé dans la feuille blanche et tu vois, aucune. Je savais pas quoi faire. Mais vraiment, je crois que c'était l'une des premières épreuves où je suis pas parti en courant. Tu vois. Et là j'imagine un petit moment de panique un peu. Bah ouais, déjà tu paniques et tu dis merde. En plus, c'était le début des quarts de finale, on était plus que 4, tu vois. C'était le début des quarts de finale et tout. Et en fait, c'est venu en cuisinant. Tu vois, la recette, je dis bon, bah vas-y, je sais pas quoi faire. Vas-y, je vais d'abord faire avec des asperges. J'ai toujours fait des veloutés d'asperges dans ma vie. Bah vas-y, je vais d'abord faire un velouté d'asperges. Et en fait, en faisant ça, mais putain, franchement, les 10-15 premières minutes, feuille blanche, tu vois. Et ouais, ça a été une belle remontée. Bon, j'ai pas gagné. En plus, t'as la pression avec le temps. Ouais, bien sûr. C'est très très court en fait le temps que vous avez. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais. Ouais, bah c'est le temps qui donne, quoi. Il y a pas de triche, donc c'est 1 heure, c'est 1 heure, 1h30, c'est 1h30, et 2 heures au plus tard, au plus grand. Mais ouais, c'est assez court, ouais. C'est passe vite. vraiment très difficile de cuisiner avec si peu de temps dans les épreuves ou c'est pas forcément. Ouais, t'as une contrainte de temps parce que un truc qui doit cuire, on te dit ça mijote, ça machin, 3 heures. Là, tu l'as pas, donc faut que tu trouves un moyen soit pour accélérer, soit tu tailles différemment, soit tu fais pas le truc parce que t'as pas le temps. Ouais, c'est un peu sport quand même. Ouais. Il y a une épreuve à laquelle tu aurais bien aimé faire, que t'as pas pu faire, soit parce que tu avais été éliminé, soit parce que. Non, mais il y a une épreuve que je suis content de pas avoir faite parce que j'étais déjà qualifié. C'était révolutionner la dégustation là.
Ouais. Où c'est Mathias qui gagne avec son truc des mains, là, l'apologie des excès, là, tu sais, son plat et tout. Pour le coup, cette épreuve, tu l'avais dans le bouquin en mode travailler là cet été. Tu vois, ce genre d'épreuve, c'est pas du one shot, quoi. Tu vois, c'est réfléchi. Il y a rien qui sortait pendant les préparations. Ça marchait pas, ça allait pas, ça machin. Et du coup, je suis heureux de pas l'avoir faite. Parce que franchement, si j'avais dû faire cette épreuve, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas ce que j'aurais fait. Donc, je suis heureux de pas l'avoir faite. Bah, et puis surtout, faire mieux que l'apologie des excès, ça aurait été. Ouais, après, Challengeant. il a fait... Non, mais après, même au-delà de ça, faut quand même sortir un truc au bout d'un an, oui. quoi. Donc, je suis heureux de pas avoir fait cette épreuve. T'as testé peut-être déjà dans son restaurant l'apologie des excès Ouais, j'ai mangé 2 fois chez Mathias, ouais. Alors, les sensations de ce plat, ça doit être. assez Ouais, bah particulier. t'as la réponse dans l'intitulé, quoi. C'est drôle, quoi. C'est surprenant, c'est ce que tu vois à la télé, quoi. Ok. Là, c'est 3 acides, je sais plus ce que c'était, c'est 4 saveurs ou quoi, mais je sais plus ce qu'il avait, mais ouais, c'est marrant. Et après, tu manges ta petite tartelette, qui a un très bon équilibre. C'est bien c'est top ce qu'il a fait, ouais. Ouais, du coup, il avait gagné l'épreuve au la main, Ouais. dans mes souvenirs. Non, ouais, franchement, bravo à lui. Est-ce que tu as une anecdote qu'on n'a pas vue à la télé, un truc un peu rigolo, tu pourrais nous partager? Bah, une anecdote, c'est plus le truc, tu rentres en minibus avec, t'as des nounous, donc t'as 2 mecs qui sont avec toi en permanence à l'hôtel, Ah qui ont oui. aussi leur chambre d'hôtel. Voilà, t'es là avec les nounous dans le minivan, tu rentres à l'hôtel, on fait la teuf, on s'amuse entre nous. Mais quand tu dis nounous, c'est-à-dire? Bah, t'as 2 personnes qui sont embauchées par la prod et qui s'occupent que des candidats, quoi. C'est-à-dire que Ah oui. ils nous amènent d'un point A à un point B, tu vois, c'est. Ok. Donc, Ah, c'est c'est. assez confortable, du coup. Non, mais c'est pas ça, c'est que il faut driver, il faut encadrer 15 lascars cuisiniers. Donc, t'as des personnes qui sont avec toi et ils te disent allez, demain, c'est 7h du mat dans le hall. Demain, l'équipe, je t'emmène à 7h12 et toi, tu pars à. Voilà, tu vois, c'est Et quand donc, il y même. en a 2 par personne. Non, 2 pour les 15. Ah oui, ok. Sinon, oui. t'as 1 par personne pour les chefs. Non, on n'a pas de 2. Ah oui, non, mais pour ça, Non. j'avais mal compris, mais Non. je me disais, ah oui, c'est. Ah non, ça serait du luxe, là. Ah oui, c'est pour ça. Non, 2 pour 15. Ah oui, ok. Non, Ok. 2 pour 15. Et vous entendez bien avec, Ouais, avec oui, elle? très bien. J'imagine qu'elle devait être sympa. Trop bien, même. Ok. Trop Vous bien. avez fait un petit peu la fête Ouais. avec elle? Ouais, grave. Ah, ça doit être assez sympa l'ambiance à l'hôtel entre les Ouais, candidats. c'était bien sympa, ouais. On a bien... Ça peut arriver qu'il y ait des tensions un peu entre les candidats parfois, en dehors des. Ça a pu arriver ou... Nous, en tout cas, il n'y a pas eu. D'accord. Après, oui, je pense qu'effectivement, ça doit arriver parce que voilà, c'est un concours, mais nous, il n'y a pas eu. Ok, c'était vraiment. Ils nous l'ont bonne presque un ambiance. peu reproché à un moment. Ah Bon, oui. les gars, Faut que ça. ouais, tu vois, en mode, les gars, c'est bien là, vous êtes devenus un peu une bande de copains, mais ça reste un concours, compète, allez-y. Tu vois, parce qu'il n'y avait pas d'animosité pendant les heures de cuisine, en fait. Des fois, tu peux voir, il m'a pris ci, il m'a pris ça. Nous, on n'en avait rien à foutre, en fait. Et la prod, elle vous demande parfois un peu de surjouer ou pas du tout, c'est Non. très libre. Non, ils te demandent 2-3 trucs en mode regarde à gauche, regarde à droite. Oui, mais bon. Fais de l'air cuisine un moment parce qu'on prendra cette image de là pour toi, comme il n'y a rien de. On te dit pas. Après, si, des fois, t'as toujours leur blague vaseuse, c'est le truc de la pomme de terre. Ouais, dis j'ai la patate, tu vois, ça, oui, mais t'as envie de le dire, tu le dis, t'as pas envie de le dire, tu le dis pas, quoi. Mais après, ils peuvent t'orienter Ok. sur des trucs, mais tu restes Si tu le dis libre. pas, ils vont pas te le Non. reprocher. Tu restes libre de faire ce que tu veux, t'as ton droit de liberté. Eux, évidemment, ils ont envie de. Tu vois, Oui, donc c'est aussi c'est évidemment leur travail de journaliste. bien sûr. mais tu fais ce que tu veux. Bon, du coup, Top Chef se termine. L'expérience est plutôt dingue. Ouais. Tu fais des rencontres incroyables. Mm. L'après Top Chef, est-ce qu'il y a un petit coup de mou? Comment ça se passe? Non, pas du tout. L'après Top Chef, donc la diffusion se termine. Accélérateur, tremplin énorme pour moi. T'as ce truc médiatique qui explose. T'as ce truc où on te reconnaît dans la rue, qui est vrai de vrai. Tu as sur des événements où on t'invite et les gens te reconnaissent et veulent faire une photo avec toi. Donc un truc que tu connais pas du tout. Tu fais pas ce concours spécialement pour ça, mais tu vois, tu te dis, putain, c'est fou quand même la force du truc, quoi. Parce que moi, j'arrive de Thaïlande, personne, j'ai pas de resto à Paris, je suis même pas connu par aucun chef en France. Et tu te retrouves invité à une soirée avec d'autres chefs, tu vois, accélérateur de dingue. Et non, pas de coup de mou, au contraire, un coup de haut énorme, et un tremplin énorme. Parce qu'en fait, je parle plus de l'après-tournage plutôt que l'après Top Chef. Après le tournage, Ouais. parce que c'est diffusé l'année d'après.
Ouais, Donc t'as 3 j'imagine. mois, quoi. Tu vois, c'est Ah, pas... c'est 3 mois. Ok. Bah ouais, ça se termine, on va dire, en décembre. Ok. Entre la finale, le machin, le truc, ça va se terminer en décembre. Et c'est diffusé Ouais, c'est en diffusé. février-mars, tu C'est vois. ça, ouais. Donc, il Ok. se passe pas un an, hein, il se Ah oui, je passe... pensais il y avait une longue Non, non, période. non, non, il se passe 3 mois, mais tu restes en contact, que la prod continue à te parler. Au mois de février, il fallait faire le tirage des couteaux, parce que le truc des tirages des couteaux, il est pas tout de suite après la finale. Donc, tu vois, c'est pas en mode merci, au revoir, plus de nouvelles. D'accord. T'es encore en lien avec eux jusqu'à la diff, et puis à la diff, ils sont là, tu vois. Non, non, pas de... D'accord. Parce que j'avais regardé une interview de Charliane, qui avait fait Top Chef aussi, et lui expliquait qu'après Top Chef, justement, en fait, il y a eu un tel plein d'émotions pendant le tournage, qu'après, il était rentré chez lui, et que bah, il se passait plus rien, entre guillemets, et que ça avait fait... où il y avait un Alors, peu un vide, bah où c'était après, un peu lui, c'est difficile. son Mais expérience. voilà, bien Moi, sûr. si tu veux, j'ai fini de tourner Top Chef en décembre. Mon fils est né début janvier. Ah oui, bon Je me suis bah... marié en mars. Moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de m'emmerder parce que entre la naissance de mon fils et le mariage avec Christina au mois de mars, si tu veux, déjà, il s'est passé énormément de Ouais, choses, deux toi, mois et il n'y a pas demi. eu de vide, là. Donc j'ai pas eu de vide. Et après la diff qui démarre. Donc non, non. Mais après oui, c'est peut-être effectivement du cas par cas pendant 3 mois. Mais en tout cas pour ma part, pour mon expérience, j'ai pas eu le temps de... Et t'as le droit de dire un peu quand même à tes proches quand tu reviens ce que ça a donné ou si t'as gagné ou pas Normalement du tu tout. dois pas le dire. Après évidemment, tes proches. Moi tu vois, je partage tout avec ma famille proche et ma femme. Donc oui, Oui. évidemment je leur ai dit, bah là je me suis éliminé, là je réintègre. Tu vois. Mais Mais je veux dire, si par exemple faut pendant le la garder, quoi. diffusion tu fais une soirée avec des copains pour regarder l'épisode, toi t'es un peu tenu, j'imagine, au secret, t'as pas le droit de leur dire, ah bah Oui, bah après vous tu allez. spoil pas, quoi. Tu regardes, Ouais. tu vois, pas dans ton intérêt de, si tu regardes avec ta mère, de dire bah lui c'est lui qui se fait dégager ce soir, tu vois. Hmm. Puis après, si tu le dis, bah tu le dis. Non, tu vois, si tu dis c'est lui qui se fait virer ce soir, de toute façon, le truc c'est en 2 heures. Ouais, c'est plus si tu dis, bah lui, dans 3 épisodes, il sera éliminé ou des choses comme ça. Après, t'as pas le droit de le dire. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Encore Ok. une fois, Mais en c'est tout cas, il y a au des bon contrats un sens de peu. chacun. Mais Ouais, ouais. Ok. ils te demandent, en tout cas, eux, de pas le dire, évidemment. Et du coup, bah, tu parlais un peu de la médiatisation qui arrive après. Est-ce que c'est un peu difficile à gérer pour toi? Comment est-ce que tu gères le truc? Ou ça s'est fait naturellement et au final, Non, t'étais nature. content Franchement, ça s'est fait très naturellement. Pas de soucis ou de difficultés. Et encore, quand je dis ça, je suis pas une star, hein, je suis personne. Hein, je viens de nulle Ouais, part et bien je suis sûr, personne. mais Mais bah, mine de rien, non, mais oui, tu as un truc qui se passe, effectivement. Mais tu sais, c'est Stéphanie Lequelec qui m'a dit, le jour où je me suis fait éliminer, t'as mis un essai et maintenant, faut le transformer. Et j'ai bien aimé cette expression. Tu vois. hmm, T'as mis un essai, maintenant, transforme-le. Tu vois, je trouve que l'image, elle est parfaite. Ok, t'as fait Top Chef, maintenant, t'en fais ce que tu veux. Soit tu fais de la merde et tu deviens un pur produit des réseaux sociaux ou de la médiatisation et machin. Soit t'oublies pas ton rêve d'ouvrir ton restaurant. Et voilà. Et moi, pour moi, c'était important. Moi, j'ai fait la Top Chef pour rentrer en France, pour ouvrir mon restaurant et que ce soit plus simple ensuite pour ouvrir mon restaurant. J'ai pas fait Top Chef pour être un mec connu. J'ai fait Top Chef pour que ça m'aide à ouvrir mon restaurant. Oui, pour, pour être connu, mais pas dans le sens en mode je veux faire des photos, je veux avoir Oui, 3 millions de juste followers, bah, je pour m'en la branle. reconnaissance un peu de ton travail et de ta Tu vois, cuisine. je fais Top Chef pour savoir ce que je vaux dans la vie, parce que c'est un rêve de gosse et ça fait 20 ans que ça existe et j'ai envie de le faire aussi pour moi. Mais surtout, moi, mon truc, c'est ouvrir mon restaurant un jour dans ma vie. Ça fait 15 ans que je travaille pour d'autres chefs. Là, je veux ouvrir mon affaire. Je pense qu'en faisant Top Chef, ça peut m'aider, clairement, pour les banques, pour faire venir des gens peut-être plus facilement aussi. C'est pour ça que je fais Top Chef, moi. Bah, et puis ça a plutôt bien marché parce qu'aujourd'hui, tu as Ouais, deux ouais. restaurants, Ouais, Tina et Ambos. exactement. Si tu veux nous en parler rapidement. Alors, je crois Ouais, qu'il y en a un, c'est gastronomique et l'autre, c'est plus tapas, c'est t'es ça? venu d'ailleurs. Oui. Ouais, Ambos, ça va faire 3 ans qu'on a ouvert. Ça veut dire les deux en espagnol. C'est notre petit gastro décomplexé, restaurant gastronomique à notre image. Tu manges bien, tu bois bien, tu découvres des choses. Tu parlais d'identifier de personnalités dans l'assiette. Bah, pour le coup, voilà, il y a des choses un peu qu'on a envie de vous faire découvrir. Donc voilà, un restaurant gastronomique décomplexé. Et Tina, le bar à tapas, ça va faire 1 an et demi qu'on a ouvert, qui est juste à côté au même numéro. Tina comme Christina, du coup. Et oui, effectivement, apéro entre copains. Tapas, anchois, pain tomate, croquetas, ciblé, marqué plus Barcelone, parce que Christina elle a grandi à Barcelone pendant 15 ans. Donc voilà, un bar à tapas d'un côté, Hmm. un gastro de l'autre. C'est chouette d'avoir pu ouvrir les deux côte à côte. Ça s'est fait comme ça. C'est sympa. Autant en boss, on a dit on veut ce restaurant-là, on veut racheter celui-ci, tatati tatata. Et autant l'autre, il y avait un autre truc à côté qu'on a racheté, mais on s'est pas dit on rachètera ça.
C'est juste les mecs, à un moment donné, ils disent bon, on vend. Je dis bah vas-y, combien? Ok, on rachète. Voilà, ça s'est fait en 2 semaines. Ouais, c'est chouette. Donc là, vous êtes chef et propriétaire. Ouais, du fonds de commerce, pas des murs. Ah ouais, bien sûr. On est chef propriétaire ouais, on est tout seul, nous. On n'a pas. Souvent, t'as des associés ou t'as des Ouais, bah, bien business sûr. partners ou angel partners. Tu vois, nous, on est tout seul. Donc, des fois, c'est un peu plus dur aussi pour démarrer. Bah, parce que une chaise coûte 300 balles, parce qu'une fourchette, c'est 15 balles. Donc, multiplié par tant ça monte très vite. Et bah, du coup, on n'a pas de table en marbre parce que le marbre, ça coûte cher. Du coup, tu vois, c'est pour ça que je te dis, nous, on ouais, a bien un sûr, restaurant gastronomique décomplexé à notre image. On fait comme on peut. On fait comme on veut d'abord. Personne nous dit Ce qui est chouette aussi. ce qui est très chouette finalement. On fait ce qu'on veut chez nous en fait. Donc on m'avait dit il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et ça c'est clair. Parce que je fais ce que je veux dans mon restaurant et j'ai pas un mec qui va me dire fais pas ci, fais pas ça, ça c'est pas bon. On fait ce qu'on veut. Et est-ce que tu n'avais pas aussi peut-être une envie d'ouvrir quelque chose en Bretagne, non? Paris, ça te semblait Si, peut-être on a plus, hésité, on a d'abord recherché en Bretagne, après on a élargi. Donc on a fait Dinan, Saint-Malo, Rennes, Dinard, Nantes, pas en Bretagne, mais on a été à Nantes. Et puis là on s'est dit, bon, on commence à regarder des grandes villes type Rennes-Nantes, bah vas-y, viens, on va aller à Paris, quoi. C'était plus simple, j'imagine, en fait, pour trouver quelque chose. C'était plus simple, mais c'était surtout aussi très cher à Rennes et à Nantes. Et je me suis dit, putain, mais en fait, on te dit, va en province, ça sera moins cher. Mais en fait, les trucs qu'on nous proposait, c'était très cher. Donc en fait, ça m'a gonflé. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, quitte à mettre 300 000 balles dans un fonds de commerce ou machin, bah viens, on va aller à Paris, en fait, et on va voir. Ok. Donc on est bien à Paris. Et donc, l'aventure en Beauce a démarré. Exactement. Ok. C'est chouette. Merci. En termes de projet pour le futur, l'idée d'ouvrir en province, ça vous trotte encore dans la tête ou c'est pas trop d'actualité Je sais pas. Franchement, je sais pas ce qu'on fera plus tard. Je sais pas si on va rester en France, je sais pas si on va rester à Paris, je sais pas si j'en sais rien. Je pense pas faire toute ma vie à Paris parce que c'est ce que je dis souvent, le fait d'avoir vécu en Thaïlande pendant 6 ans, où tu as une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Tu vois, Ouais. il y a des belles choses ailleurs en fait. Et j'aime Paris, hein. Je suis heureux à Paris, hein. Je fais plein de trucs. C'est un boom pour moi énorme dans ma vie. Il se passe énormément de choses, mais je sais pas si à après, 60 ans je serai encore à chaque Paris. étape Quoi. de la vie, vous verrez bien. Exactement. Ok. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, j'ai une question alors qui est peut-être un peu difficile, mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu transmets un peu à tes équipes tout l'héritage que tu as eu de, on va dire, le côté un peu traditionnel français avec Robuchon, le côté culture thaïlandaise, l'expérience de Top Chef, tout ce que tu as pu un peu acquérir. Comment est-ce que tu le partages, soit à tes équipes en cuisine, soit dans ta vie un peu de manière générale? Est-ce que tu... Bah, comme ça. Comme, je pense que j'ai la chance d'avoir une équipe qui est avec nous au quotidien et je pense qu'ils restent avec nous parce que déjà on est là, on est dans notre cuisine. Donc je pense que c'est important quand tu travailles pour quelqu'un que la personne soit là parce que t'en as beaucoup qui se disent dans leur cuisine mais qui on les voit pas trop. Donc tu vois, encore hier on me disait putain chef, merci d'être là, vous êtes là tous les jours, machin. Je suis là toujours parce que déjà ça me fait plaisir. Quand je suis pas là, c'est que j'ai d'autres choses à faire. Mais je pense que tu vois, c'est important d'être exemplaire et il faut donner l'envie aux autres personnes qui travaillent avec toi de travailler pour toi, pour ce que t'es en fait, pour tes valeurs. Donc moi, je leur dis tout simplement, je reste qui je suis, je change pas déjà, ça c'est important. Et puis avec nous, je pense qu'ils apprennent, bah, parce que en toute modestie, quand je dis ça aussi, attention, ils apprennent. Mais tu vois, on essaie d'apporter des nouveaux trucs, des nouveaux produits, des choses peut-être que tu vois pas dans un restaurant plus même classique. en toute modestie, je pense que quand tu as fait Top Chef, tu as acquis aussi pas mal d'expérience. Ouais, de tu vois, choses il y a sont un gars qui veut le intéressantes. faire là. Bon, il commence à me parler de ça, machin, tu vois. Donc c'est bien, je suis content. J'espère qu'il le fera et qu'il gagnera. Ah, ce serait chouette. Ouais, ouais, c'est bien. Non, non, mais je pense que les mecs sont contents, les gars sont contents de travailler avec nous au quotidien et parce qu'on est là et parce qu'on est heureux. Et puis même si tu viens manger, nous on est cool en fait, tu vois. On n'est pas des connards. Je m'excuse, hein, mais on est gentils et oui, on entend souvent la cuisine, tatati, c'est dur. Ouais, c'est vrai, c'est dur, mais en fait, ça dépend qui dirige le truc en fait. Après, ça a aussi beaucoup T'as ce que évolué et changé, tu as ce que tu mérites, tu vois. Si t'es un con et que tu fais que gueuler sur des gens, bah tu vas travailler avec des cons. Et puis si t'es un mec gentil, bah t'auras des mecs. Moi, je crois à ce truc-là, en fait, tu vois. Si t'es gentil, bah t'auras des gens gentils dans ta brigade, en fait. Si t'es un abruti et qui gueule sur tout le monde comme du poisson, pour moi, elle est finie cette époque. C'est la manière forte. Je te dis pas qu'elle sert à rien, c'est la manière dure. Et voilà, on apprend 2 fois plus vite et tout. Mais aujourd'hui, ça marche plus. Donc, faut juste être heureux avec ce que tu fais, heureux avec tes gars. Et les gars, ils restent pour ça, quoi. Tu vois. Ouais. Aller au boulot, la boule au ventre, Ça n'a aucun intérêt. je vois pas l'intérêt, quoi. C'est clair.
Puis c'est vrai que Je l'ai vécu, hein, mais je vois pas l'intérêt. Hein. Donc, voilà. Mais c'est un secteur où il y a effectivement beaucoup de turnover aussi, donc je pense qu'il y a... Il y a plus de masse salariale, quoi. Il y a plus de gens qui veulent cuisiner, il y a plus personne qui veut faire de la salle. La salle, c'est encore pire. Il y a de moins en moins de personnel de salle qualifié, Justement, passionné, tu vois. Le fait d'être gentil, justement, et de donner des bonnes conditions de travail, Ouais. Non, mais tu ça vois, permet aussi de garder un peu... même ça, c'est que nous, on est fermé le samedi, dimanche, on essaie de donner des jours continus, on est fermé le vendredi midi. C'est long, les journées, quoi. C'est des longues horaires. Donc, oui, c'est un métier de passion, mais tu travailles beaucoup, quoi. Donc, au bout d'un moment, je comprends que tu sais, c'est le Covid qui a fait ce truc-là, quoi. Les gens, ils ont plus envie de travailler 17 heures par jour, en fait. Ouais. C'est normal. Tu vois. Même moi, patron de mon propre restaurant, je suis pas l'homme le plus heureux de faire des coupures, en fait. Tu vois, je le fais, ça me fait plaisir, c'est ma vie, j'ai toujours travaillé en faisant des coupures. Même moi, patron, tu vois, si je pouvais, je fermerais tous les midis, j'ouvrirais que le soir, mais financièrement, Ouais, c'est pas possible. c'est pas possible. Et petite structure que nous sommes, on n'a pas la force de frappe de faire comme dans les grandes structures aujourd'hui et de proposer équipe du soir, équipe du matin, équipe du soir, 2 équipes. Bah ouais, mais nous, on peut pas, parce que déjà que là, en master là, on est trop élevé. Donc si en plus on a une équipe du matin et une équipe du soir, mais en fait, financièrement, on s'en sort pas. Donc on est malheureusement obligé de faire quelques coupures, quoi, midi et soir dans la semaine, quoi. Non, c'est sûr. Mais bravo à tous ces hôtels, ces gros trucs, ces grands groupes qui proposent ça. Mais nous, ça nous pourrit et ça tuera les petites affaires comme nous. Parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens veulent faire des coupures. Donc, bah, du coup, si pas de personnel, Pas de service. voilà, Mm. pas de service, pas de resto. Et donc, je pense qu'il y aura de moins en moins de petits restaurants. Parce que le petit restaurant ne peut pas proposer équipe du matin, équipe du soir, comme un palace, comme un hôtel, qu'ils le proposent. Pourquoi ? Parce que pour amortir tout ça, ils ont leur chambre d'hôtel qui loue 500 balles ou 1000 euros la nuit, qui est payée, et il n'y a pas d'investissement. Donc, un restaurant, tu as des charges de malade tous les jours. Les trucs, les machins, les légumes, la viande, la chambre d'hôtel. C'est pour ça que souvent on te dit il faut faire un hôtel-restaurant. Parce que l'hébergement, une fois que c'est payé, tu rachètes quoi ? Tu rachètes la brosse à dents et ta serviette que tu mets à laver et tes draps que tu laves. Tu rachètes pas un lit tous les jours, tu rachètes pas un miroir. Donc la cuisine, c'est tous les jours que tu rachètes. Tu vois, l'investissement, il est pas le même, ok. Mais pourquoi les mecs qui peuvent faire équipe du matin, équipe du soir ? Bah, parce qu'ils ont l'hébergement à côté. Ouais, Mais- c'est intéressant comme réflexion. Ouais. Mais nous, demain, je connais pas un petit restaurant qui a équipe du matin, équipe du soir. Ou alors, franchement, je veux bien savoir qui c'est. Et je veux bien qu'ils me disent comment il fait. Et tu penses que du coup les petits restaurants comme ça sont amenés à disparaître Non, j'espère pas. Ouais. Mais il y aura de moins en moins de monde qui veut faire des coupures. Ou alors, ils disparaîtront pas, mais peut-être qu'ils seront ouverts que le midi ou que le soir. Parce que je pense que plus personne ne voudra faire des coupures. Donc, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, évidemment, pour nous, pour même moi, tu vois, c'est le patron Bah qui oui. parle, tu vois. Mais moi, c'est ce que je dis souvent, je suis pas un patron gourmand ou un patron connard, tu vois, je reste un humain et un cuisinier, en fait. Donc, c'est ce que je te dis, même moi, patron, je saute pas au plafond parce que je fais des coupures, tu vois. Waouh, c'est trop bien, Non. waouh, c'est trop bien, je fais 7 heures par jour, tu vois. Bah non, en fait, c'est pas trop bien, quoi. Et justement, tu disais que là, ça y est, tu as une casquette de chef d'entreprise, Ouais. alors qu'avant, dans ton expérience professionnelle, tu étais juste en cuisine, tu n'avais pas forcément la gestion à avoir. Ouais. Est-ce que tu t'es fait un peu accompagner ? Est-ce que tu t'es formé ou Non, on on a un avocat et un expert comptable. On a une juriste évidemment pour tout ce qui est machin, mais après j'ai un expert comptable avec qui je suis devenu très proche, quoi. Ok. On dit souvent, faut être bien entouré, mais après non, je me suis pas fait accompagner. Ça a été le stress pour moi avant de démarrer en boss, c'était plus tout le boulot qu'il y avait avant. Apparemment, on a ouvert le 21 décembre. Là, on a fait ce qu'il y avait de plus simple, c'était limite cuisiner, quoi. Cuisiner, on sait faire. Ouais. Mais tout l'amont, l'année avant, tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as eu une période de flou dans ta vie, machin là. Moi, ça a été les 6 mois avant l'ouverture. Ça a été dur parce que, en fait, c'était que des trucs que je connaissais pas. Ok. Les trucs, les machins, la banque, le truc, la TVA. Moi, je suis cuisinier, tu vois. Je fais des sauces et je cuis des poulets, quoi. Tu vois, donc, à un moment donné, non, mais tu passes de cuiseur de poulet à. Bah oui, c'est ça. C'est À pas l'entrepreneuriat, et waouh, j'étais perdu, c'était du charabia, je comprenais rien. Je comprends toujours pas grand chose, mais pour comparer à un mec expert là-dedans. Mais après, je suis accompagné par mon comptable, qui je peux appeler jour et nuit, et voilà, on discute, Ok. on échange beaucoup. Et après, Christina, elle aime bien aussi. Moi, je déteste l'ordinateur, donc je touche pas à l'ordinateur. Christina, elle adore le faire, donc on a une complémentarité qui est bien aussi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut être très complémentaire. Après, on a Guillaume aussi, qui est
qui est notre sous-chef, qui est avec nous depuis l'ouverture, qui est associé sur l'autre affaire aussi, qui adore aussi, lui, tout ce qui est ordi, tatati. En fait, chacun son rôle dans le truc, et c'est très bien. Ok. Ça, ce que je te fais là, Guillaume et ma femme, ils détestent faire ça. Moi, ça me dérange pas de parler, d'aller voir les gens, voilà, chacun son rôle. Ouais, bien sûr. Et ça marche comme ça. Ouais, c'est bien d'avoir Je une déteste l'ordinateur, complémentarité. j'aime pas ouvrir les ordinateurs. Christina, elle adore faire l'ordinateur. Eh ben, fais l'ordinateur. Ok. Tu vois, chacun Ouais. son rôle. Ça marche. Mais du coup, c'est vrai je pense qu'il y a pas mal de chefs qui peuvent parfois avoir l'opportunité d'ouvrir un établissement et qui se disent, ah ben, moi, je vais pas savoir gérer, Bah ouais. c'est pas facile, quoi. C'est pour ça que t'as plein de chefs qui restent salariés toute leur vie. Mm. C'est pour ça que t'as plein de chefs qui restent salariés toute leur vie. Et toi, tu penses que du coup, Top Chef t'a un peu aidé là-dessus pour trouver des gens, pour t'entourer ou Non. pas du tout, non? Pas du tout. Ils t'aident Ok. pas là-dessus. Il y a une question que j'aime bien poser à chacun, c'est si tu devais regarder une interview, toi, qui est-ce que tu aimerais voir à ce micro? Juste toi, qui t'inspire ou qui t'aimerait, tiens, j'aimerais bien avoir en interview, voir ce qu'elle dirait à ces Tu sais questions. quoi, je vais dire Christina, ma femme, tiens. Voilà, comme ça va bien l'emmerder. Non, j'aimerais bien, non. Oui, Christina, ça serait drôle de l'avoir ici parce que je sais qu'elle est moins à l'aise sur cet exercice-là et tout. Mais non, après, Michel Saran aussi, tiens, j'aimerais bien voir Michel Saran. C'est sympa de voir Ok. Michel Saran, voir ce qu'il dit. Bon, bah merci beaucoup en tout cas Merci à toi. d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi de m'avoir invité. Puis bonne continuation et Yes. bonne aventure avec Ambos et Tina. Merci à toi, Brio. Et voilà, et pour ceux qui souhaitent, je mettrai évidemment l'adresse des deux restaurants en description. Et je vous conseille d'y aller, c'est vraiment deux belles adresses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous intéresser un peu plus à la gastronomie et à la cuisine. Et en attendant une prochaine interview, je vous souhaite une très bonne fin de journée.